Avez-vous déjà songé à la raison pour laquelle vous ne vous souvenez pas des noms de vos arrière-arrière-grands-pères? Pas seulement des noms, mais de la manière dont ils vivaient, de ce à quoi ils pensaient, des technologies qu'ils utilisaient. Vous pensez que c'est un processus naturel d'oubli, une propriété de la mémoire humaine qui efface le superflu? Vous vous trompez. Ce n'est pas un bug du système, c'est sa fonction principale. On nous a menti dès le premier jour de notre vie. Êtes-vous sûr que nous sommes actuellement en l'an 2026? Et si je vous disais que nous vivons dans un temps absolument différent et que la chronologie habituelle est un construct artificiel cousu de fil blanc au XVIe et XVIIe siècle par deux fanatiques religieux? Bienvenue dans la réalité, où l'histoire n'est pas une science du passé, mais un outil de contrôle du futur. Nous commençons une enquête qui va renverser votre vision du temps et de l'espace. Attachez vos ceintures, car les faits que je vais énoncer maintenant vont vous faire frissonner. Commençons par le plus simple, par ce qui est accroché au mur de chacun ou qui brille dans un coin d'écran de smartphone. Le calendrier. Nous avons l'habitude de compter le temps de manière linéaire, depuis la création du monde, depuis la nativité du Christ, depuis la fondation de Rome. Mais pourquoi tous les 100 ou 200 ans, les dirigeants changent-ils les calendriers avec une persistance maniaque? Souvenez-vous de la réforme de Pierre le Grand. On nous dit que le tsar réformateur voulait simplement européaniser un pays sauvage. Mais regardons les chiffres secs, en mettant les émotions de côté. Avant les décrets de Pierre, sur le territoire de la Russie actuelle, on comptait les années depuis la création du monde au temple des étoiles. Et au moment de la réforme, on était en l'an 7208. D'un seul trait de plume, on a volé à un peuple 5508 ans d'histoire. 5500 ans d'événements, de dynasties, de victoires et de défaites, simplement rayés, déclarés inexistants. Pourquoi? Pour synchroniser le commerce avec l'Europe? C'est la version officielle pour les manuels scolaires. Mais la logique suggère autre chose. Quand vous voulez soumettre un peuple, vous effacez d'abord sa mémoire. Vous le forcez à oublier qui il est et d'où il vient. Vous remettez le compteur à zéro. Et cela s'est produit non seulement en Russie. Regardez la France après la Révolution, la Chine après le changement de dynastie. Le changement de calendrier est toujours un acte d'effacement de l'ancienne matrice. Mais creusons plus profond. Regardez les gravures et peintures médiévales, les façades des anciens bâtiments en Europe. Prêtez attention aux dates. Très souvent, avant les chiffres désignant l'année, il n'y a pas un 1, mais la lettre latine I ou J. Par exemple, 880. Les historiens officiels vous diront que c'est simplement un style d'écriture, du 1. Mais pourquoi alors sur d'autres documents de la même période, le 1 est-il écrit normalement? Il existe une théorie que l'on craint de discuter dans les départements d'histoire. La lettre I signifiait Jésus et J, Jésus. C'est-à-dire que les dates étaient écrites comme 300 ans depuis Jésus et non 1300. Si c'est vrai, alors dans notre chronologie, on a artificiellement inséré, collé une entière 1000 ans qui n'ont jamais existé. C'est ce qu'on appelle le temps fantôme. Les âges sombres, dont nous ne savons presque rien, sauf des contes de fées sur les chevaliers et la peste. Pourquoi fallait-il allonger l'histoire? Pour légitimer le pouvoir des dynasties régnantes, s'inventer des ancêtres anciens et justifier les droits au trône. Nous vivons dans un temps artificiellement étiré, où les événements sont dupliqués et les dirigeants copiés les uns sur les autres au carbone. Passons maintenant à la géographie. Pensez-vous que les noms des pays sont une constante? Prenez n'importe quelle carte imprimée avant le XVIIIe siècle. Regardez le territoire de l'Eurasie. Que voyez-vous là? D'immenses espaces, signés comme Grande Tartarie, Empire moghol ou simplement Terre inconnue. Où sont ces États dans les manuels scolaires? Ils n'y sont pas. On nous dit que c'était simplement des désignations géographiques comme Sibérie
ou Extrême-Orient. Mais ces désignations avaient leurs propres drapeaux, leurs propres armoiries, leurs propres capitales, marquées sur les cartes des plus grands cartographes de l'époque, tels que Mercator ou Ortelius. Où a disparu l'empire qui occupait la moitié du continent? Il n'a pas pu simplement s'évaporer. On l'a effacé. D'abord physiquement, puis sur papier. Le renommage des villes et des pays est la deuxième étape du nettoyage après le changement de calendrier. Souvenez-vous combien souvent les noms de villes ont changé au XXe siècle. Ce n'est pas simplement un changement d'enseigne. C'est une rupture du lien entre générations. Quand le petit-fils ne peut pas trouver sur la carte la ville où est né son grand-père, il perd ses racines. Il devient un rouage idéal du système, un homme sans passé. Mais le plus terrible ne se cache ni dans les cartes, ni dans les dates. Il se cache dans le système des mesures et des poids. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le monde entier a été si agressivement passé au système métrique? Pourquoi les archines, les sagènes, les pieds, les pouces et les coudées ont été déclarés obsolètes et inconfortables? Pourtant, les anciennes mesures étaient anthropométriques. Elles étaient liées aux proportions du corps humain. La sagène, c'est l'envergure des bras, le coude, la longueur de l'avant-bras. En construisant une maison à sagène, l'homme créait un espace harmonieux avec son corps. C'était une architecture vivante, fonctionnant en résonance avec la biologie. L'introduction du mètre, une grandeur abstraite, soi-disant égale à une 40 millionième partie du méridien de Paris, est un acte de rupture de l'homme avec la nature. On nous a placés dans des cellules dont les dimensions sont étrangères à notre subconscient. Mais il y a aussi un aspect purement technique. Le changement de système de mesure rend impossible la reproduction exacte des anciennes technologies. Si vous ne connaissez pas la valeur exacte du pied ancien ou du coude, vous ne pourrez pas construire une salle acoustique comme dans les anciennes cathédrales, ni calculer la charge pour un dôme selon les anciens plans. Vous perdez la clé des technologies des ancêtres. Regardez les anciens plans des forteresses étoiles. Leur géométrie est parfaite. Les angles, les rayons, l'épaisseur des murs, tout est soumis à une logique mathématique unique que nous ne pouvons pas décrypter complètement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous appliquons à ceci notre règle métrique et obtenons des nombres fractionnaires, tordus, alors que dans ce système de mesure originel, c'étaient des valeurs entières, belles. On nous a substitué la règle pour que nous ne puissions jamais restaurer ce qui a été détruit. Nous voyons une opération globale, systémique. D'abord, on change le calendrier pour que nous perdions nos repères dans le temps. Puis, on change les noms des pays et des villes pour que nous perdions nos repères dans l'espace. Et enfin, on change le système de mesure pour que nous perdions les technologies et le lien avec la réalité physique. Ce n'est pas un hasard. C'est une préparation à quelque chose de global, ou la dissimulation des conséquences de quelque chose d'horrible qui s'est déjà produit. Posez-vous la question. À qui profite que l'humanité recommence la vie à zéro tous les 100 ans, comme un malade amnésique? Pourquoi les bibliothèques brûlent-elles avec une régularité remarquable, précisément au moment de changement d'époque? La bibliothèque d'Alexandrie, la bibliothèque d'Ivan le Terrible, les archives détruites pendant les guerres. Les connaissances sont détruites intentionnellement. On nous laisse seulement ce minimum nécessaire pour entretenir une machine ou un ordinateur. Tout ce qui dépasse le cadre de la fonction, travaille et consomme est déclaré hérésie, pseudoscience ou mythe. Mais on ne peut cacher le feu dans un sac. Les contradictions sortent par toutes les fentes. Et plus nous scrutons l'histoire officielle, plus nous comprenons. C'est une décoration, une façade en carton, derrière laquelle se cachent les ruines d'une civilisation beaucoup plus avancée. D'une civilisation qui savait faire ce dont nous n'avons même pas idée. Et nous ne sommes pas ses héritiers.
Nous sommes ceux qui sont venus sur les cendres, ou ceux qu'on a cultivés en éprouvette pour peupler les villes vides. Le papier supporte tout. Les livres peuvent être réécrits, les cartes redessinées, et les dates indésirables simplement effacées avec la gomme de la censure. Mais il y a un témoin qu'il est impossible de corrompre, d'intimider ou de faire taire. C'est la pierre. Et c'est précisément la pierre, silencieuse et lourde, qui détruit jusqu'aux fondations le château de cartes de l'histoire officielle. Si précédemment nous parlions de manipulation avec les chiffres, alors maintenant regardons la réalité physique qui nous entoure. Sortez dans les rues des vieilles villes, Moscou, Paris, Rome, Prague, ou même de petites villes de province. Que voyez-vous? Vous voyez des technologies qui ne pouvaient pas exister à l'époque à laquelle on les attribue. Commençons par ce que les historiens appellent la couche culturelle. C'est sans doute le mensonge le plus absurde et effronté dont on nous nourrit depuis les bancs de l'école. On nous dit que pendant 300 ou 400 ans, le niveau du sol dans les villes s'est élevé de 3, 5 et par endroits jusqu'à 10 mètres à cause des déchets et de la poussière. Croyez-vous sérieusement que nos ancêtres étaient si paresseux et sales, qui n'ont pas balayé les rues pendant des siècles et qui se sont littéralement laissés envahir par la crasse, permettant au premier étage de se transformer en cave? Regardez les fenêtres qui dépassent dessous l'asphalte. Ce ne sont pas des fenêtres de cave, ce sont des embrasures de fenêtres complètes du premier étage, avec de belles arches et des encadrements, qui se sont retrouvés sous terre pour une raison quelconque. Quand les ouvriers commencent la rénovation des anciennes demeures et déterrent les fondations, ils découvrent des portes complètes, des escaliers menant nulle part, et même des pavés à une profondeur de 4 mètres. Qui construit une entrée principale sous terre? Personne. Cela ne signifie qu'une chose. Les villes ont subi un événement catastrophique lié à un énorme jaillissement de sol, d'argile et de roches sédimentaires. Un déluge global ou un écoulement de boue qui a recouvert les premiers étages des bâtiments dans le monde entier. Et cela s'est produit non pas il y a des millions d'années, mais très récemment, au XVIIIe ou XIXe siècle. La science officielle appelle cela la mode architecturale des demi-sous-sols. Mais la mode ne pousse pas les gens à enterrer les portes. C'est une tentative de cacher les traces de la catastrophe, dont les conséquences les survivants ont simplement adapté à leurs besoins, en commençant à utiliser les étages ensevelis comme caves. Maintenant, levez la tête plus haut et regardez la maçonnerie. Devant vous, des millions, des milliards de briques rouges. Le centre historique de n'importe quelle ville européenne ou russe, c'est des masses infinies de briques. Posez-vous la question d'un ingénieur. D'où viennent ces briques en telle quantité au XVIIIe siècle? La version officielle dit qu'elles étaient faites à la main par des serfs ou des ouvriers embauchés dans des brigades saisonnières. Comptons. Pour cuire une fournée de briques, il faut maintenir une température d'environ 1000 degrés pendant plusieurs jours. Pour cela, il faut une énorme quantité de combustible, charbon ou bois. Si ces briques avaient été produites avec les technologies de l'époque, toute l'Europe et la Russie auraient dû se transformer en désert, avec des forêts rasées jusqu'à la racine il y a déjà 200 ans. Où sont les gigantesques carrières d'extraction d'argile? Où sont les restes de milliers de fours qui auraient dû fumer jour et nuit? Ils n'existent pas. La logistique de production de milliards d'unités de matériaux de construction dans des conditions de transport par traction animale, c'est de l'absurde. Le transport d'un tel volume en charrette à chevaux prendrait des siècles. Et les villes, d'après les dates, ont poussé en des décennies. Cela indique l'existence d'une production industrielle, d'usines et d'un réseau de transport dont on nous a oublié de parler. Le niveau de standardisation des briques et la qualité de la cuisson sont tels que la brique moderne s'effrite en 50 ans, tandis que celle-là tient 300 ans et sonne comme du métal. Allons plus loin, l'usinage de la pierre. Laissez tranquille les quais en granit.
Regardez les banales cuvettes et vases dans les musées, les statues en marbre, avec un voile d'une finesse extrême sur le visage. On nous dit « un maître avec un ciseau et un marteau ». Avez-vous essayé de frapper du marbre avec un marteau? Un seul faux mouvement, et un morceau saute de la pierre. Il faut recommencer le travail. Faire un filet de marbre à travers lequel on voit le visage, à la main, est impossible. C'est physiquement irréalisable, sans machine à commande numérique ou technologie d'impression 3D en pierre. Oui, vous n'avez pas mal entendu. De nombreux chercheurs penchent pour l'idée que la majorité des chefs-d'œuvre antiques ne sont pas sculptés, mais moulés. Béton géopolymère, dont la recette a été perdue ou délibérément cachée. Regardez la maçonnerie polygonale à Kronstadt, au Pérou, en Turquie. Des blocs pesant des dizaines de tonnes sont ajustés les uns aux autres de telle sorte qu'on ne peut pas y passer la lame de rasoir. Ils ont des surfaces curvilignes, une géométrie complexe des joints. Faire cela avec un ciseau, c'est risible. Pour un tel usinage, il faut des outils plus durs que le granit et le basalte. Fraises diamantées, laser, ultrasons. Et on nous montre dans les musées des scies en cuivre et des pioches en fer. Essayez de scier du granit avec une scie en cuivre. Vous useriez la scie jusqu'à la garde, et sur la pierre ne resterait une égratignure. L'histoire officielle nous demande de croire que des paysans analphabètes en lapti, ignorant la science de la résistance des matériaux et les mathématiques, construisaient des bâtiments qui tiennent des siècles, avec une acoustique et une géométrie idéale. Et les architectes modernes, avec des ordinateurs et des grues, ne peuvent reproduire même un dixième de cette qualité. Nous voyons une dégradation, et non un progrès. Nous utilisons les restes du luxe d'une civilisation qui nous surpassait d'une tête. Et encore un fait qui donne la chair de poule. L'absence de toilettes et de systèmes d'égout dans les palais conçus pour des milliers de personnes. Versailles, le palais d'hiver, les châteaux de la Loire. Initialement, il n'y avait pas de lieu d'aisance. Les historiens disent timidement que les rois utilisaient des pots de chambre. Sérieusement? Les constructeurs capables de concevoir des systèmes de fontaines les plus complexes, jaillissant sans pompe grâce à la différence de hauteur, ne se sont pas avisés de faire un tuyau pour les déchets? C'est impossible. La réponse se trouve ailleurs. Ces bâtiments n'étaient initialement pas destinés à la vie biologique humaine telle que nous la concevons. Ou bien les êtres qui les ont construits avaient une physiologie différente. Ou encore nous nous sommes installés dans ces boîtes déjà après que les systèmes originaux de support vital ont été détruits par une catastrophe. Et nous n'avons simplement pas compris comment les utiliser. Nous vivons dans des ruines. Nous marchons dans des villes ensevelies. Nous regardons des bâtiments qui sont des dispositifs techniques, générateurs atmosphériques d'électricité, guides d'ondes, résonateurs. Mais nous les utilisons comme églises ou musées parce que nous avons oublié leur véritable destination. Les croix sur les dômes, ce ne sont pas simplement des symboles de foi, ce sont des antennes. La forme des dômes, ce n'est pas de l'esthétique, c'est la physique des condensateurs. La charpente métallique à l'intérieur des murs de briques des anciennes cathédrales, c'est un circuit de mise à la terre. Nous sommes des sauvages qui ont trouvé un smartphone et l'utilisent pour casser des noix. Si les pierres se taisent, mais que leur aspect crie l'inadéquation des technologies, alors les photographies du 19e siècle sont un reproche muet à toute l'histoire officielle. Nous passons à la section la plus effrayante de notre enquête, aux gens. Plus précisément, à leur absence. Ouvrez les archives, trouvez les photos panoramiques de Moscou, Saint-Pétersbourg, Paris, Rome ou San Francisco, prises dans les années 1840 ou 60. Qu'est-ce qui saute aux yeux en premier? Le vide, les majestueuses avenues,
les immenses places, les chaussées pavées de pavés parfaits, les palais et les cathédrales, tout cela se dresse absolument vide. Des villes fantômes. Les historiens officiels, ajustant nerveusement leurs lunettes, nous rabâchent une et même phrase apprise par cœur. C'est à cause des longues pauses des premiers appareils photo. Les gens bougeaient trop vite, et la pellicule ne parvenait tout simplement pas à les fixer. Ça sonne logique pour un dilettante. Mais activons le sens critique. Si l'exposition était si longue qu'elle effaçait les piétons et les calèches, alors pourquoi sur les mêmes photos voyons-nous des ombres nettes des arbres et des poteaux? Les ombres se déplacent avec le soleil. Avec une exposition de 30 minutes, les ombres auraient dû se brouiller. Pourquoi sur les fleuves voit-on l'ondulation de l'eau et les drapeaux sur les toits sont figés en position nette? Si l'exposition avait été d'1 heure, l'eau se serait transformée en lait et les drapeaux en taches floues. Mais le plus important, même avec une longue exposition, une foule de gens laisse sur la photo un bruit fantôme, une brume grise. Sur ces photos, il n'y a pas de brume. Il y a une pureté stérile, un vide. Cela ressemble à ce que des villes aient subi un bombardement à neutrons. Les bâtiments sont intacts, l'infrastructure fonctionne, mais la vie biologique est totalement absente. Comme si toute la population s'était évaporée d'un coup, ou comme si les villes avaient été construites à l'avance et attendaient d'être peuplées. Et c'est ici que nous approchons de la catastrophe démographique qu'il est impossible de cacher. Regardez les graphiques de la croissance de la population mondiale. Pendant des millénaires, la courbe allait presque horizontalement, à peine montant vers le haut. Et soudain, au milieu du 19e siècle, se produit une explosion, une montée verticale. On nous dit médecine, hygiène, industrialisation. Mais attendez, quelle médecine au 19e siècle? Les saignées et l'absence d'antibiotiques? Quelle hygiène dans les baraquements surpeuplés des quartiers ouvriers? Cette croissance explosive de la population contredit toutes les lois de la biologie et de la sociologie de cette époque. La seule explication logique, c'est la colonisation. Un apport massif de nouvelles populations sur les territoires libérés. Et c'est ici que surgit le sujet qui fait geler le sang. D'où venaient ces gens? Au 19e siècle, dans le monde entier, de la Russie à l'Amérique, comme des champignons après la pluie, poussent d'immenses maisons d'éducation. Ce sont d'énormes complexes, de véritables usines de production d'enfants. À Moscou seul, la maison impériale d'éducation occupait un territoire comparable au Kremlin. Des milliers, des dizaines de milliers d'enfants sans parents. D'où vient une telle armée d'orphelins? Où sont leurs parents? Les guerres? Mais même les guerres les plus sanglantes de cette époque n'ont pas donné un tel pourcentage d'orphelins. La version officielle, haute mortalité et pauvreté, les parents abandonnaient les enfants. Mais les échelles ne correspondent pas. Cela ressemble à un programme centralisé d'incubation. Ces enfants étaient éduqués selon des standards uniques. On les habillait en uniforme. On leur donnait de nouveaux noms de famille, souvent liés à leur métier ou simplement des numéros d'ordre. On leur effaçait la mémoire de leur lignage. C'était précisément ces nouvelles personnes qui peuplaient les villes vides. Des gens sans passé, des rouages parfaits pour le nouveau système industriel. Regardez les anciennes photographies d'usines et d'ateliers de la seconde moitié du 19e siècle. Qui y travaille? Des enfants. Des adolescents se tiennent devant des machines qui sont manifestement trop grandes pour eux. Ils pilotent des mécanismes des plus complexes, produisent des biens à l'échelle industrielle. Où sont les maîtres adultes? Pourquoi le travail des enfants est-il devenu la base de l'économie précisément à cette période? Parce que les adultes n'existaient simplement pas. La génération précédente avait disparu. Nous voyons une étrange dissonance. Une architecture majestueuse, conçue pour des géants de la pensée et de l'esprit. Des portes énormes, des plafonds immensément hauts, des stucs, des statues. Et parmi ces décors, grouillent des gens de petite taille,
mal vêtus, utilisant les palais comme des appartements communautaires et les ruines antiques comme des étables pour le bétail. Ce n'est pas leur architecture. Ils sont des squatteurs, installés dans des maisons étrangères. Ils ne savent pas réparer ces bâtiments, ne savent pas comment ils fonctionnent. Ils vivent simplement sur les ruines, s'adaptant comme ils peuvent. Rappelez-vous les tableaux des peintres ruinistes. Piranèse, Hubert Robert et des centaines d'autres. On nous dit que ce sont leurs fantaisies. Mais pourquoi dessinaient-ils avec une précision photographique des arches effondrées, des colonnes ensevelies dans la boue, et des gens qui, sur fond de ces gigantesques décombres, font rôtir de la viande sur des feux de camp au beau milieu des salles de palais? Ce ne sont pas des fantaisies. C'est une chronique documentaire de l'après-apocalypse. Les artistes dessinaient ce qu'ils voyaient. Un monde après la catastrophe. Un monde qui est échu aux survivants ou aux nouveaux arrivants. Et un autre aspect, les cimetières. Si l'humanité vit sur cette terre depuis des milliers d'années, où sont les os des milliards d'ancêtres? La terre devrait être littéralement farcie de restes. Mais il n'y a pratiquement pas de vieux cimetières, datant de plus de 200 ou 300 ans. Et ceux qui existent ont souvent des dates étranges ou des inhumations superficielles. Où sont passés les restes des civilisations précédentes? Les a-t-on brûlés, emportés par l'océan ou recyclés? À Paris, les catacombes sont tapissées des os de 6 millions de personnes. On nous dit qu'on les y a transportés depuis les cimetières. Mais le volume de la masse osseuse et la manière dont elle est disposée font penser à une utilisation industrielle de la population après un certain événement. Se dessine un tableau terrifiant. Le milieu du 19e siècle, c'est le goulot d'étranglement de l'histoire. Le point zéro. La population est minimale, les villes sont vides, les technologies oubliées. Et commence le projet Humanité 2.0. On introduit l'éducation universelle, non pas pour nous rendre intelligents, mais pour charger dans nos têtes une version unique et inventée de l'histoire. On introduit le système métrique. On introduit les passeports et les noms de famille. On crée l'illusion d'une continuité du processus, alors qu'en réalité, nous voyons un grossier raccord de montage. Quelqu'un de très puissant a procédé à un nettoyage. Quelqu'un a éliminé les superflus, laissé les villes intactes ou les a restaurées, puis y a lancé une nouvelle fournée de joueurs. Nous avec vous, descendants de ces orphelins. Nous sommes une civilisation élevée en maison de correction, à qui on a raconté un beau conte de fées sur des parents que nous n'avons jamais vus. Nous approchons de la ligne la plus dangereuse de notre enquête. Si jusqu'à ce moment vous pouviez attribuer tout à des hasards, des erreurs de copistes ou des cataclysmes naturels, alors maintenant, nous entrons sur le territoire d'un plan froid et calculateur. Toutes ces anomalies dont nous avons parlé, étages ensevelis, technologies perdues, villes vides et armées d'orphelins, ce n'est pas le chaos. C'est l'ordre. Ce sont les traces du travail d'une machine gigantesque de renouvellement de l'humanité. Nous vivons dans une réalité où l'apocalypse n'est pas la fin du monde, mais une procédure planifiée. Un entretien technique de la ferme. Appelons les choses par leur nom. Ce que l'on appelle aujourd'hui la grande réinitialisation n'est pas une invention des globalistes modernes. C'est un terme décrivant un processus cyclique qui se produit sur Terre avec une régularité effrayante. Tous les 200-300 ans, on remet à zéro la civilisation. On efface du tableau les figures superflues, on change les règles du jeu et on relance la partie. Pourquoi? La réponse se trouve dans un mot qu'on a rayé du tableau de Mendeleïev, mais qui était la base de la science du passé, l'éther. Regardez les gravures et photographies des villes avant la catastrophe du milieu du 19e siècle. Vous n'y verrez pas de fil,
aucune colonne avec des câbles enroulés autour des rues. Mais les villes sont inondées de lumière. Illumination lors des couronnements, flèches lumineuses, fontaines en fonctionnement et usines. D'où venait l'énergie? La réponse est simple et terrifiante pour les monopoles énergétiques actuels. Elle était gratuite. Elle était partout. L'électricité atmosphérique. Ces mêmes temples et cathédrales avec dômes que nous considérons comme des constructions religieuses étaient en réalité des installations techniques. Ce sont des stations de collecte et de concentration de l'électricité atmosphérique. Le dôme, c'est un condensateur. La flèche, une antenne réceptrice. Les armatures métalliques à l'intérieur des murs, des conducteurs de courant. L'eau dans les canaux et rivières, revêtues de granit, servait d'électrolyte et de conducteur. Toute la planète était couverte d'un réseau énergétique sans fil unique. Les forteresses étoiles, dispersées dans le monde entier, de la Sibérie à l'Amérique, ce ne sont pas des ouvrages fortifiés. Aucun ingénieur militaire sain d'esprit ne construirait une forteresse de cette forme pour se protéger des canons. Trop de zones mortes. Ce sont des stations de décharge gazeuse, des nœuds de la grille globale, générant des vibrations et de l'énergie. L'humanité du passé était libre de l'aiguille du pétrole et du gaz. Elle vivait en harmonie avec l'éther, utilisant l'énergie pure de l'espace. Et c'est précisément cela qui est devenu la cause de leur destruction. Les gens libres sont difficiles à contrôler. Quand tu as une source gratuite de lumière et de chaleur, tu n'es pas dépendant de l'État, des corporations, des prix des ressources. Tu deviens dangereux. Le système ne peut pas tolérer l'existence de joueurs indépendants. Et alors, on coupe l'interrupteur. Se produit un reset. Comment cela se fait-il? Regardez les traces du prétendu déluge. Argile, sable, coulée de boue. Ce n'est pas de l'eau venue de l'océan. C'est l'effet de thixotropie ou de liquéfaction des sols. Si on soumet la Terre à une puissante vibration infrasonore ou à une impulsion électromagnétique d'une fréquence déterminée, le sol solide se transforme instantanément en liquide. Les bâtiments commencent à s'y enfoncer, comme dans un marécage. Les gens et les animaux sont aspirés dans la boue. Et puis la vibration s'arrête, et tout cela se fige instantanément, se transformant en pierre et en argile compactée. C'est précisément cela que nous voyons partout. Les premiers étages engloutis dans le sol. Ce n'est pas une couche culturelle, c'est le résultat de l'application d'une arme géophysique. Les forteresses étoiles et les stations d'électricité atmosphérique ont peut-être été surchargées ou délibérément utilisées comme armes contre la population. Ceux qui ont survécu se sont retrouvés dans un monde sans énergie, dans un monde de ruines et de boue. Et puis sont venus les sauveurs, la nouvelle administration. Ils ont introduit l'énergétique des hydrocarbures. Fils électriques, compteurs, pétrole, charbon. Ils ont fait de l'énergie une marchandise. Ils nous ont forcés à payer pour ce que nos ancêtres prenaient gratuitement dans l'air. Pour cacher le simple fait de l'existence des technologies de l'éther, ils ont réécrit la physique. Ils ont retiré le concept d'éther, l'ont déclaré pseudo-science. Ils ont détruit l'équipement ou l'ont reconverti pour des besoins primitifs. Les centrales électriques sont devenues des églises, les résonateurs, des monuments. La grande réinitialisation. C'est le passage de l'humanité de niveau technologique supérieur à un niveau inférieur. C'est une dégradation artificielle. On nous a repoussés en arrière dans le développement, nous forçant à brûler du combustible fossile comme des sauvages. Nous pensons que nous sommes au pic du progrès parce que nous avons des smartphones. Mais comparé à la civilisation qui pouvait construire la cathédrale Saint-Isaac, désolé, l'exemple est interdit, remplaçons par construire Baalbek ou les pyramides.
et éclairer les villes sans fil, nous sommes des enfants jouant dans un bac à sable. Réfléchissez à la système d'éducation. Elle est construite sur le modèle prussien. Création d'exécutants obéissants. On nous donne des connaissances fragmentaires. On enseigne la physique séparément de la chimie, l'histoire séparément de la géographie. C'est fait exprès, pour que l'homme ne forme pas une image globale du monde, pour que nous ne puissions pas relier les points. Celui qui maîtrise la connaissance intégrale maîtrise le monde. Les autres, personnel de service. Toute notre histoire des 2 derniers siècles, c'est l'histoire d'une quarantaine. On nous a isolés du passé véritable. On nous a donné une chronologie fausse, de faux objectifs et de fausses valeurs. On nous a inculqué que nous descendons des singes et que nous avons lentement évolué. Mensonge. Nous sommes des fragments de Dieu, privés de mémoire et d'outils. Nous vivons dans une maison conquise, où les nouveaux maîtres ont recoloré les tapisseries et verrouillé la bibliothèque. Mais le plus terrifiant dans cette théorie n'est pas le passé. Le plus terrifiant, c'est la cyclicité. Si cela s'est produit auparavant, cela se reproduira. Regardez autour de vous. Changement climatique, discours sur une nouvelle énergétique, numérisation, tentative de réduire la consommation, épidémie. Ne vous semble-t-il pas que nous approchons à nouveau d'un point critique? Que le scénario est déjà écrit et que les acteurs prennent leur place? On nous prépare, on nous habitue à l'idée que l'ancien monde doit disparaître, que la propriété est un reliquat, que nous devons vivre dans un nouveau monde merveilleux sous contrôle total. Ce n'est pas le début d'une nouvelle ère, c'est la fin de nouveaux cycles. La ferme est prête pour la récolte, ou pour un traitement sanitaire. Nous sommes au seuil du dénouement. Toutes les pistes de notre enquête, des millénaires volés et calendriers faux aux villes ensevelies et technologies de l'éther, mènent à un seul point. Nous avons rassemblé les preuves d'un crime à l'échelle planétaire. Et il est temps de nommer le mobile et le nom du criminel. Qui donc tient la main sur l'interrupteur de la civilisation? Qui sont ces jardiniers invisibles qui, tous les quelques siècles, labourent le champ humain, arrachant par la racine la mémoire et les connaissances? La réponse peut vous sembler fantastique, mais elle est la seule possible dans le système de coordonnées que nous avons restauré. Nous vivons dans une réalité occupée. La Terre n'est pas seulement notre maison, c'est une gigantesque carrière minière et une ferme énergétique. Ceux qui gèrent ce processus ne font pas partie de notre société. Ce sont des administrateurs externes. Appelez-les comme vous voulez, état profond, prédicteurs, gardiens ou simplement parasites. Leur but n'est pas le développement de l'humanité, mais son exploitation et son contrôle. Ils n'ont pas besoin de Dieu et de créateurs capables de manipuler la matière et l'énergie par la force de la pensée. Ils ont besoin de consommateurs qualifiés, des piles. Regardez le concept de grande réinitialisation que les élites mondiales promeuvent ouvertement aujourd'hui. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Ça vous semble familier? C'est exactement la même chose qui se passait au XIXe siècle avec ces mêmes orphelins en uniforme. Privation de propriété, privation de mémoire généalogique, privation de racines, standardisation de la pensée. Aujourd'hui, on nous propose une identité numérique. À l'époque, on donnait des passeports en papier. La substance est la même, l'inventaire du troupeau avant une nouvelle étape d'exploitation. Nous vivons dans un monde simulacre artificiellement créé. Rappelez-vous comment changeaient les noms des pays. La Tartarie a disparu. À sa place, sont apparus des dizaines d'États en lambeaux. C'est le principe classique diviser pour régner. L'espace culturel et énergétique unifié a été morcelé en zones conflictuelles. On nous a forcés à apprendre des langues différentes,
à prier des dieux différents, qui, en substance, sont un culte du cargo des anciennes technologies, et à haïr les voisins. C'est un système de sécurité idéal pour les gardiens de prison. Tant que les prisonniers se battent entre eux pour un morceau de pain ou la vérité historique, ils ne regardent pas en haut, vers ceux qui détiennent les clés de la cellule. Mais pourquoi un cycle? Pourquoi ne pas simplement instaurer une dictature une fois pour toutes? Parce que la conscience humaine a la propriété de s'éveiller. La mémoire génétique, c'est ce virus que le système ne peut pas supprimer complètement. Après 3-4 générations, les gens commencent à poser des questions. Ils trouvent des artefacts étranges. Ils sentent le faux dans les manuels. Ils commencent à inventer des technologies interdites d'énergie libre. Nikola Tesla, Victor Schauberger et des centaines d'autres inventeurs, dont les brevets ont disparu dans les archives des services secrets, ce sont des exemples de comment le système fait défaut. Le potentiel des créateurs perce à travers le béton des interdictions. Et quand la masse critique des éveillés atteint un seuil dangereux, quand le champ énergie informationnelle de la planète commence à vibrer à la fréquence de la liberté et non de la peur, les gestionnaires tirent le frein d'urgence. Se produit une purge, guerre, épidémie, cataclysme naturel provoqué par une arme géophysique. Peu importe l'outil choisi. Le résultat compte: effondrement de l'infrastructure, chaos, famine et réduction de la population à un minimum gérable. Et ensuite, un nouveau cycle, une nouvelle antiquité, de nouveau Moyen Âge, un nouveau Renaissance, et de nouveaux manuels d'histoire écrits par les vainqueurs. Nous, avec vous, vivons à la fin d'un nouveau cycle. Regardez autour de vous. Hystérie climatique, tentative de restreindre les déplacements, monnaie numérique qu'on peut désactiver pour un comportement indésirable, destruction de l'éducation et de la culture. Ce n'est pas un hasard. C'est la préparation à la démolition de l'ancienne décoration. On nous prépare un nouveau monde merveilleux, où l'homme sera définitivement réduit à la fonction d'appendice biologique d'un système numérique. Biobot sans sexe, sans nation, sans histoire. Cependant, dans ce scénario sombre, il y a un facteur non pris en compte. C'est nous, avec vous. Pour la première fois en de nombreux cycles, l'humanité dispose d'un réseau mondial d'échange d'informations. Internet, qui a été créé comme outil de contrôle, toile mondiale, littéralement, est devenu un outil de libération. Nous avons eu le temps d'échanger des informations. Nous avons eu le temps de confronter les faits. Nous avons vu les étages ensevelis en Australie et en Russie, et compris que c'étaient des maillons d'une même chaîne. L'effet de la centième singe a fonctionné. Nous nous sommes réveillés avant qu'il n'ait le temps d'appuyer sur le bouton « Reset ». Ils se pressent. Vous voyez cette hâte dans l'adoption de lois insensées et dans l'attisation de la peur. Ils ont peur. Ils savent que si nous prenons conscience de notre vraie nature, de notre lien avec ceux qui construisaient les forteresses étoiles et maîtrisaient les terres, leur pouvoir s'effondrera en poussière. Leur magie ne tient que sur notre consentement à croire à leurs mensonges, sur notre amnésie volontaire. Chaque fois que vous acceptez la version officielle, malgré les contradictions évidentes, vous leur donnez votre énergie. Chaque fois que vous riez des conspirationnistes, vous serrez la vis sur votre propre chaîne. Mais dès que vous commencez à voir la matrice, elle perd son pouvoir sur vous. L'histoire de l'humanité, ce n'est pas une ligne droite de progrès du Tomahawk de pierre à l'iPhone. C'est une spirale où nous courons en rond, oubliant qui nous sommes. On nous change le calendrier tous les 100 ans, non pas pour la commodité, mais pour que nous ne puissions pas compter combien de fois nous avons déjà parcouru ce cercle. On nous change les mesures de longueur pour que nous ne puissions pas mesurer notre prison. On nous change les noms des pays pour que nous ne nous souvenions pas que toute la Terre était autrefois un seul foyer. Que faire? Cesser de croire sur parole.
étudier. Conserver les connaissances, non pas sur des serveurs cloud qu'on peut débrancher en une seconde, mais dans des livres, dans des compétences, dans un échange vivant. Chercher des artefacts, poser des questions gênantes aux enseignants, aux scientifiques, aux politiciens. Mais le principal, se souvenir. Sentir en soi cette étincelle, cette puissance qui permettait à nos ancêtres de travailler la pierre comme de l'argile. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes les descendants d'une grande civilisation qui est temporairement tombée en captivité d'illusions. Le reset de la mémoire, ce n'est pas une sentence, c'est un défi. Et il semble que ça ne réussisse pas. Le système s'est fissuré. La lumière de la vérité perce à travers le dôme du mensonge.